Alors on glisse numérique, il y aurait beaucoup de choses à dire. Olivier, vous développez énormément de choses sur cette question dans votre ouvrage. Je vais néanmoins, parce que la pendule est impitoyable, il nous reste plus beaucoup de temps, passer, j'allais dire, sur les aspects de la démocratisation grâce au numérique, parce que c'est une question politique au fond aussi. Hein. On a vu le printemps arabe, on a vu aussi comment le numérique est un facteur de développement et d'échange formidable. Et je vais me focaliser un peu plus sur la création, les droits d'auteur, en me tournant bien sûr vers Pascal Rogard, et on va reparler, j'espère qu'on va pas faire un gros débat, il faut être très succinct là-dessus, sur Adopi, et vos réactions voilà, sur la création plutôt. D'abord, je dois dire que je n'ai jamais trouvé plus affreux comme slogan que la culture pour chacun. C'est une sorte de thématique qui, pour moi, est le contraire de la culture qui doit se partager. Et quand Malraux l'a employé, c'était dans un total autre contexte, c'était parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de liberté d'expression dans un certain nombre de pays d'Europe. Donc c'est un slogan qu'on ne doit pas employer. Sur le droit d'auteur, bon, moi j'ai écouté François Hollande, j'ai rien à dire à son discours. C'est vrai qu'il y a actuellement un conflit entre le droit d'auteur, qui est un droit de l'homme, qui est un droit à la liberté d'expression, et qui est la rémunération d'un travail, et des outils technologiques qui permettent tout un chacun d'accéder aux œuvres et d'être lui-même émetteur de ces œuvres sur l'ensemble de la planète sans forcément rémunérer la création. Et c'est ce conflit qu'il faut essayer de régler. On a essayé de le régler par un système qu'on appelle la réponse graduée, qui est un système d'avertissement. Et à la fin, peut-être, de l'avertissement, les juges pourront décider d'autres sanctions. Mais avant la réponse graduée, je tiens à le rappeler, les internautes allaient devant les juges. Et ils avaient à la fois des sanctions pénales et ils avaient également des sanctions civiles, puisqu'il y avait des dommages et intérêts. Depuis que la loi a été votée, à ma connaissance, il n'y a pas d'internautes qui ont été renvoyés devant les tribunaux. Peut-être un ou deux, mais bon, c'est... Donc, ce que je crois, c'est qu'on doit trouver un système qui permette de concilier à la fois le droit d'auteur, pour le cinéma, et ça a été rappelé par François Hollande, la chronologie des médias, c'est extrêmement important, parce que les films ne sont faits que parce qu'il y a des investisseurs qui sont des chaînes de télévision qui prennent des risques très importants, et ils prennent des risques sur les scénarios. Ils n'ont pas vu le film quand ils financent le film. Et si bien sûr ils n'ont plus l'exclusivité de diffusion et que les œuvres sont disponibles sur Internet de façon quasiment gratuite, il est bien évident que le système de financement du cinéma s'effondrera. Sur le spectacle vivant, je pense qu'Internet est un outil formidable et c'est pour ça qu'il faut trouver de nouvelles ressources pour, faire connaître les spectacles, faire connaître les jeunes compagnies et accéder à une diffusion qui malheureusement a beaucoup disparu de la télévision. Le spectacle vivant, à part quelques reprises sur le service public, mais c'était plutôt du théâtre privé qui était repris, le spectacle vivant n'a pas sa place actuellement dans les télévisions, publiques et encore plus privées. Et l'Internet peut être un outil de reconnaissance et de diffusion du spectacle vivant. Parce que le premier problème du spectacle vivant, bien qu'on n'ait pas les chiffres en réalité, mais le premier problème qu'on a identifié, ce n'est pas tant la création que la diffusion. Il y a énormément de spectacles qui sont créés. Bien sûr, on pourrait en créer encore plus. Bien sûr, les moyens des collectivités locales en particulier ont été amputés par une politique publique qui leur a mis des charges sans leur donner les moyens de financer. Mais le spectacle vivant, en moyenne, ce que je sais, c'est que les pièces ne sont diffusées dans le théâtre public qu'une dizaine de fois. Et encore moins pour les spectacles chorégraphiques. Donc si on dégage des ressources nouvelles, et ces ressources nouvelles, je ne crois pas qu'on les dégagera par les budgets. Parce que, ça a été rappelé, les contraintes financières sont extrêmement lourdes pour notre pays et pour les autres pays d'Europe. Donc il faut inventer de nouvelles ressources, mais ces ressources-là doivent être prioritairement affectées à la diffusion plus large des spectacles, ce qui
à l'avantage que les spectacles sont vus par plus de gens et que c'est fortement créateur d'emplois pour les artistes et les techniciens. Vous parliez d'une idée d'Olivier Meyer, si je me souviens bien, dans un article d'aider les salles parisiennes privées à reprendre des spectacles publics. Je sais pas très bien compris. En fait, non, mais ça, c'est Olivier Meyer avait... Mais ça, disons que c'est marginal, ça. Mais Olivier Meyer avait proposé que des théâtres privés puissent reprendre des théâtres publics à Paris. Bon, il avait proposé ça, et là, je suis d'accord avec François Lepillouer dans le cadre du Conseil de la création artistique, qui était né sous l'égide de la chanson de Jacques Dutronc. Vous savez, je retourne ma veste et ensuite je retourne mon pantalon. Bon, vous avez introduit, Pascal, la question du spectacle vivant. On va y venir maintenant, peut-être. Alors, je vais essayer d'être bref puisqu'effectivement il reste peu de temps. Donc comme l'a dit François Hollande, nous souhaitons qu'il y ait une loi d'orientation qui définisse la place primordiale de l'art et de la culture, des artistes, des créateurs dans la société. Je crois que la Constitution française prévoit l'accessibilité pour tous à la culture, mais après il n'y a plus rien. Donc il faut qu'il y ait un texte, qu'il y ait une nouvelle étape de la décentralisation pour que les collectivités territoriales soient renforcées dans leur rôle, que le ministère de la Culture soit renforcé et qu'on puisse inventer ensemble, lors d'états généraux, de nouvelles pratiques, de nouveaux modes. Parce qu'à un moment, il faudra bien, je pense que François Hollande a dit, va sanctuariser les budgets. Je dirais encore un effort, parce que je pense que le spectacle vivant, depuis 2002, a été matraqué et les structures, les compagnies, les créateurs, les artistes ont besoin d'un soutien supplémentaire. Il faut que les compagnies aient plus de moyens, qu'on puisse créer des fabriques de théâtre, des lieux nouveaux. Je crois qu'il existe des utopies qu'on peut mettre en action. On doit faire un vaste plan d'éducation artistique, se remettre en route vers la démocratisation culturelle. Mais Martine Aubry l'avait dit, il est possible de dégager des moyens nouveaux dans le cadre du budget de la culture. Donc il faut le faire. Il faut faire des réformes. Il faut essayer d'aller vers la parité, puisque bon, la table le montre, il y a un problème de parité. Il y a un problème d'encadrement des rémunérations, il y a un problème de nomination. Je crois qu'il faut qu'il y ait, lors d'états généraux de la culture, dont le spectacle vivant sera un des acteurs, qu'il y ait une réflexion sur comment on peut aller de l'avant. Merci François. Une réaction Philippe et puis après Jean-Michel Grimillet pour qu'on soit complet sur le... Effectivement, pourquoi pas aller sur des états généraux, mais qui d'abord sont précédés par une mise en débat la plus large possible et qui puissent... inviter tout le monde sur les territoires, puisque je pense que la question elle est vraiment liée à la problématique territoriale dont on a parlé au tout début. Et on sait bien que le tricotage, il se fera aussi au niveau des territoires. Et on sait que c'est une nouvelle donne, on n'est plus dans quelque chose de descendant. Donc c'est pour ça que nous on appelle vraiment à la République et à ce que vraiment on puisse tous s'associer pour enclencher des temps de débat, de réflexion et nourrir ces futurs états généraux en termes de contenu de l'intérêt général, de fondamentaux de l'intérêt général. Donc la République, et on vous invite tous à participer à ça. Merci. Jean-Michel Grimillet, alors sur le... Oui, je suis d'accord avec François Lepillouer, effectivement, sur le fait que sanctuariser n'est pas un mot qui nous a fait rêver ce matin. Il y a un programme du Front... C'était bien quand même, mais d'autres ont dit plus. Il y a un programme du Front de gauche que je vous invite à parcourir. J'ai beaucoup entendu dire, il a été diffusé déjà à plus d'1 million d'exemplaires pour la petite histoire. Certains m'ont dit 2,5 pages pour la culture. Il fait 89 pages et l'ensemble des champs de la société est couvert dans le programme. Donc c'était difficile de faire plus. Mais néanmoins, la culture est au centre du débat et du projet de la société. C'est ce que nous pensons en tout cas. Pour vous rassurer, il y a eu des chantiers qui ont animé un certain nombre beaucoup de citoyens pendant l'automne et il y aura à la fin du mois de février un petit supplément d'une 40aine de pages qui développera tous ces chantiers et notamment un sur lequel j'ai pu particulièrement travailler qui est celui de l'emploi. Les artistes. On parle beaucoup de cette tarte à la crème, élection après élection de l'éducation artistique. C'est une vraie tarte à la crème, mais c'est une tarte à la crème qui peut être bonne si on s'y attelle réellement. Donc l'éducation artistique, pourquoi ça ne marche jamais? Puisque élection après élection, on regrette que ça ne soit pas bien. Parenthèse, en 11 ans, le crédit la ligne du 224 dans le budget, en 11 ans, entre 2001 et 2012, a baissé de 30% en euros constants. Peut-être que cette option d'histoire des arts dont parle abondamment l'actuel ministre, c'est pour cacher cela, j'en sais rien en tout cas. Donc nous, en ce qui nous concerne, l'artiste au centre de la société, ça sera effectivement enfin proposer aux organisations représentatives d'affronter en face cette question des annexes 8 et 10, et notamment cette question épineuse, je le sais, mais néanmoins très concrète, qu'on arrête de nommer chômeur un artiste quand on sait parfaitement qu'il travaille sous prétexte qu'on n'a pas trouvé d'autres modes de rémunération
pour effectivement honorer son temps de travail. Effectivement, quand un artiste est en situation de travail, il travaille. Et payons-le comme quelqu'un qui travaille. Si on fait glisser la partie de déficit, comme ça que le nomme le MEDEF, ce n'est pas le mot que nous devons employer, mais l'écart entre contributions et prestations des annexes 8 et 10, si on le fait glisser dans le budget du ministère, qui s'appellera avec nous le ministère pour l'art et la culture, si on le fait glisser là et qu'on finit par nommer travailleurs ces artistes, parce qu'ils travaillent, qu'ils ne sont pas au chômage, je pense qu'on aura profondément changé quelque chose. On pourrait s'inspirer du CNRS pour travailler là-dessus avec les organisations représentatives. Il y a 30 000 chercheurs en France. Le budget du CNRS est de l'ordre de 3 milliards d'euros. J'arrondis les chiffres pour que ça soit plus simple. On peut réaliser exactement la même chose dans le secteur de l'art et de la culture dans ce pays. Effectivement, que les artistes soient considérés dans leur temps de recherche comme des chercheurs. Petite parenthèse, les chercheurs sont la deuxième profession la plus populaire après les infirmières en France. Récent sondage. Donc si on arrive effectivement à cela, je crois qu'on aura dans le quotidien, dans la vie de la cité, parce que la vie de la cité, c'est ça faire de la politique, Pascal Regard. Moi, faire de la politique, c'est la cité, politique. Donc ceux qui disent qu'ils ne font pas de politique, pardon, je m'en méfie vraiment. Nous faisons de la politique parce que nous sommes des citoyens dans la cité. Donc effectivement, si l'artiste est effectivement un des éléments majeurs de cette vie de la cité, comme quand on a inventé tous ces ingrédients de base de nos démocraties actuelles il y a 2600 ans à l'Agora d'Athènes, si effectivement l'artiste est au cœur de la cité, je pense qu'à nouveau, la question de l'humain, la question d'une société beaucoup plus humaine, celle que nous défendons en tout cas, pourra revenir comme quelque chose d'un rêve, qui nous semblait oublié depuis quelque temps. François, une dernière réaction? Je vais clore alors. Karine? Non, tu veux... Non, bon, alors... Non, on va pas clore tout de suite, il faut qu'on laisse tout le monde réagir. On va clore, sauf si quelqu'un veut la parole, c'est ça? Sur la réaction par rapport à tout ça. Et on va s'orienter vers la fin parce qu'on n'a plus que 2 minutes. Et Olivier, je lui ai promis de lui donner le mot de la fin. Il y a trop de choses à dire, on n'a pas le temps de tout parler. Il y a beaucoup à dire et moi j'entends à nouveau encore ce qui est attendu aussi d'un grand changement. Vous imaginez bien que ce qu'on a entendu ce matin dans la bouche de François Hollande, c'est aussi le fruit de toute l'écoute qui a pu se faire pendant toutes ces années où on n'avait pas la responsabilité d'agir. Je crois que peut-être ce qui est attendu aussi des uns et des autres, tout à l'heure on parlait des changements aussi de posture des uns et des autres, c'est peut-être de rentrer dans cette réelle résistance que nous portons tous, et vous, professionnels, et nous, élus, en tout cas convaincus de cette dimension extrêmement importante qu'est la culture et la poésie, même, je dirais. Peut-être qu'on pourrait parler de politique poétique aussi, ça peut avoir une dimension aussi très parlante. Je crois que cette responsabilité, il faut que nous l'ayons en partage vraiment. Et moi j'entends ce qui est dit, mais je crois que c'est vraiment dans la concertation, parce que cette dimension culturelle, elle est avant tout quelque chose que nous portons tous ensemble, et qu'on ne pourra pas entrer dans une réelle confiance qui permette d'établir de grands changements, parce que les changements doivent être grands, sans que l'écoute et la confiance soient présentes. Merci. Je crois que Marie-Christine, un dernier petit très parce rapidement, que là, on est priorité, investir la parole de la France à l'Europe pour ne pas laisser courir le modèle ultralibéral. États généraux, débrouillez-vous comme vous voulez, mais il n'y aura pas que les professionnels. Il faut les banlieues, les quartiers, le rural. Ensuite, la flexibilité créative des intermittents. Faut mettre le prix. Il faut le juste prix des spectacles achetés. Il faut vérifier que l'argent va aux artistes et pas aux intermédiaires. Et 2 petites mentions, parce que vous les oubliez toujours, la culture scientifique et les droits d'auteur des photographes qui sont très mal défendus parce que eux, ils n'ont pas les éditeurs phonographiques pour racler la plupart de l'argent des droits d'auteur. 2 mots, François, vraiment. Oui, moi je dirais juste pour conclure que les élections présidentielles et législatives vont être très importantes pour l'art et la culture. Et je crois que les artistes, les acteurs culturels ne peuvent pas rester au bord du chemin dans le débat qui va avoir lieu, parce que c'est la croisée des chemins, je crois, pour l'art et la culture. Merci. Alors,
Excusez-moi, je vous coupe, c'est parce que le temps est quasiment fini. Je me tourne vers Olivier Pavord parce que la remarque justement parce que Olivier est philosophe, son approche est philosophique dans son livre, et justement il tombe pas dans cette dichotomie sciences, arts et lettres, qui cette opposition classique, et il base un peu sa démonstration sur on n'a pas trop abordé ça, sur un New Deal. Dont la culture, on pourrait le dire une nouvelle donne, en s'inspirant de ce que Roosevelt avait fait dans les années 30 pendant la crise, pour relancer le pays, en particulier aussi avec les industries culturelles de l'époque. Je me souviens qu'en 1911, un sénateur américain avait dit « Trade follows films ». Il avait compris très tôt cet impact considérable de la culture. Aujourd'hui, c'est une arme aussi, et un moyen de développement humain. Et je vous laisse conclure, Olivier. Oui. Il y a quelques années, on a eu déjà un débat, pas de ce type-là, c'était beaucoup plus tendu, mais sur la culture. Il faut éviter que dans 5 ans, on ait le même. Et moi, en choisissant le titre de mon livre, j'avais pensé parler de rêve, tout ça, mais j'ai préféré parler d'état d'urgence, parce que je pense que on va repartir chez nous, là, en se renforçant, parce qu'on a prononcé des mots qui nous font du bien. Puis en même temps, on le sait, parce qu'on a un peu d'expérience, on a un peu vécu, on sait que c'est ce que peut être l'exercice du gouvernement, la politique, la réalité, l'économie. Et c'est en ça que je trouve formidable ce que le Front de gauche dit, mais en même temps, bon, vous le dites, c'est très important. C'est possible. C'est possible, mais en même temps, le sujet, là, c'est des emplois, des métiers, des réalités. Alors après, on peut rajouter de l'influence dans le monde, tout ce qu'on veut, mais enfin, c'est d'abord des réalités. Donc, je sais que c'est très difficile, mais c'est d'abord une économie, de dire ce mot, mais c'est d'abord une économie de la culture. Et quand je parle, moi, de cette nouvelle donne, c'est tout simplement parce que on le sait, même si peut-être on en parle de manière maladroite, mais enfin il y a une crise réelle. Donc je ne sais pas qui va être élu. Moi j'ai mes préférences très nettes. Il y a des gens qui s'engagent sur la culture, qui l'ont fait très récemment. Mais en même temps, il y a un exercice de gouvernement. C'est vrai, et le mot sanctuarisé a été prononcé. Donc ce mot sanctuarisé, bon. On peut rêver, l'utopie, ce qu'on veut, toutes les demandes. Si on additionne toutes les demandes d'états généraux, de désirs, d'attention, de soins de soi, il y a une facture. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la langue est différente de celle qu'on a entendue ces dernières années. Et c'est important, les mots. Donc, il y a le mot démocratisation, par exemple, c'est un mot qui il faut vraiment soit le refonder comme on veut, mais enfin bon, refonder heureux. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Éducation artistique, c'est pareil. Moi, j'ai commencé à travailler en 1981 au ministère de la Culture avec Jacques Lang. Bon, il faut quand même qu'on sorte un autre plan que celui qui avait été pensé. Donc là, il y a un travail très très concret qu'il faut pas prendre 3 ans pour le faire. Il faut vraiment là-dessus trouver une nouvelle donne. Et alors, je prends l'exemple qui est très illustrant. Parce qu'on est dans cette situation de crise. On est dans cette situation où le mot économie est agité, mais c'est une réalité, on le sait, pour nous-mêmes, comme un chiffon rouge. En 1930, en pleine crise américaine, il y a eu un vrai basculement aux États-Unis. Roosevelt, alors que l'inflation est à son plus haut, que le chômage dépasse, je crois, les 15-20%, Roosevelt décide, dans ce qu'on appelle le New Deal, d'avoir un volet culturel très important, de relance du pays, de l'économie. Et donc il passe des commandes à des artistes, près de 5000 commandes qui ont été passées à des artistes, et je crois que l'artiste doit passer des commandes, en effet, à des artistes, doit donner du travail, et en même temps il ouvre les frontières. C'est exactement le contraire de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il fait venir des artistes qui, pour d'autres raisons d'ailleurs, qu'on connaît bien géopolitiques, arrivent d'Europe et viennent et font ce que sont les États-Unis, c'est-à-dire un pays qui a été très conquérant et qui a aujourd'hui les marchés de la culture. Et donc,
je pense que vouloir ne pas parler d'économie de la culture parce que nous avons un langage, parce qu'on a fait, parce qu'on a tous fait des études de philo et que tout ça, on avait jeté ça à la poubelle pendant quelques années, c'est risqué. Donc il faut la construire, cette économie de la culture. Il faut la construire non pas secteur par secteur, mais le numérique est en effet une réalité. Elle a des implications sur le spectacle vivant. Elle en a évidemment beaucoup plus sur la musique, sur le cinéma. Elle en aura sur le livre. Donc là, il y a un projet assez global. Et c'est vrai que la question principale, c'est la question de l'écoute. Karine l'a dit. Et cette écoute, elle est déjà très liée à l'écoute entre les moyens de l'État, qui sont ce qu'ils sont et qui seront sanctuarisés, et puis ceux des collectivités territoriales. Et là, ça ne fonctionne pas du tout. Il n'y a pas eu de dialogue, très peu, ou très, très mal. Et puis, il y a le reste. Je rappelle juste une chose, on parle toujours de l'argent de la culture en disant 3,5 milliards d'euros l'État, 7 milliards les collectivités, mais oui, mais il y a surtout 40, si on compte le numérique, 40 milliards de dépenses des ménages. C'est-à-dire que c'est les Français. Et quand on parlait de démocratie, c'est ça le sujet quand même. C'est que la culture dite légitime, elle est bousculée en permanence. Et heureusement, c'est les artistes qui la bousculent, les arts du cirque et de la rue ont trouvé une forme de légitimité relative au ministère de la Culture, mais c'est parce qu'ils ont commencé à créer, puis ils ont été peu à peu, parfois même récupérés. Donc des formes dites illégitimes de la culture, les cultures urbaines, le numérique, l'audiovisuel, tout ça n'est pas encore... Olivier, faut vraiment... Je termine juste en disant que ce travail qui va se faire, si on ne veut pas se retrouver en 2012, 2013 ici au BIS avec les mêmes problématiques, ce sera 2013, il y a vraiment un travail très, très complexe. Voilà. C'est pas simple, ça n'est pas que simplement tout d'un coup entendre des politiques qui nous disent que c'est important. Il y a du concret. Voilà. Merci Olivier, merci à tous d'avoir tenu un temps de parole. Merci à vous. Et rendez-vous donc en 2014, je l'espère, avec des perspectives nouvelles.